Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce lunch connecté de l'association La Mêlée du mois de juin. Le lunch connecté, c'est notre rendez-vous tous les premiers mardis de juin, là le troisième en l'occurrence, donc pour une présentation menée par l'un de nos adhérents. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Guichenez qui s'y colle. Alors Jean-Pierre, tu es consultant en IT et spécialisé dans la logique des organisations et les méthodes agiles. Aujourd'hui, Jean-Pierre, tu vas nous parler de la culture de l'organisation à travers, entre autres, la méthode Barrett. Alors, comment, dans une organisation, on crée une culture, comment on la maintient et comment on arrive à transmettre ces valeurs et les faire vivre à travers la culture de l'entreprise pour que tout le monde, au final, s'y sente bien et rendre l'entreprise et l'organisation plus performante. Je te Tout laisse à fait. nous donner ta vision. Merci Amandine. Alors comme l'a dit Amandine, en fait moi je suis juste rapidement informaticien, ingénieur informaticien, donc j'ai fait 33 ans dans l'informatique, dont une dizaine dans l'amélioration des processus d'organisation, avec notamment les méthodes agiles, etc. Et en fait depuis 3 ans je suis coach donc dans le domaine de l'individu et de l'organisation. Et en termes de coaching, je m'adresse plus uniquement au monde informatique, mais en réalité à tous les domaines. Sachant qu'évidemment, mon background fait que je suis, on va dire, je peux avoir aussi un côté expert informatique. Mais la présentation que je vais vous faire, en fait, porte sur la notion de culture, quel que soit le domaine. Elle s'applique à toute organisation. Alors, donc j'ai parlé un peu de capital culturel qui, enfin, aujourd'hui, c'est clair qu'on est vraiment dans l'époque où ça y est, c'est maintenant, c'est le capital culturel qui devient le plus important dans le monde de l'entreprise. Donc, je vais vous décrire le modèle que j'utilise, qui est le modèle Barrett, et donner quelques exemples et le processus ensuite à mettre en œuvre pour l'appliquer dans l'entreprise. Typiquement, des situations genre, vous connaissez sans doute, hein, comment on fait pour maintenir l'engagement, la motivation des salariés, comment responsabiliser plus les salariés. Si on est dans le domaine de l'informatique, on parle beaucoup de culture lean, agile, de safe, que vous connaissez peut-être. Mais entre, je dirais, le modèle et l'incarnation de ce modèle, c'est pas, il y a déjà des fois, il peut y avoir des écarts. Alors juste pour brosser le tableau, hein, vraiment très schématique, mais vous voyez qu'il y a eu toute une évolution, hein, si on regarde un peu de recul, avec un peu de recul, depuis le début de l'industrialisation au 19e siècle, enfin oui, 19e, on avait l'ère agricole, on a ensuite l'ère industrielle, avec les mots-clés productivité, efficacité, qualité. L'ère de l'information qui est assez récente avec des mots-clés qui sont connaissance, information, etc. Et vraiment, aujourd'hui, on est passé dans ce qu'on pourrait appeler l'ère de la conscience, hein, c'est-à-dire le capital qui est vraiment le fondamental, c'est le capital culturel. Et vous êtes tous, j'imagine, d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la responsabilité sociale des entreprises, on parle beaucoup de collaboration, d'éthique, de valeurs. C'est un mot qui est très, très utilisé. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement, ça correspond à l'évolution je dirais à l'époque. Des sondages, différents sondages qui ont été faits auprès de chefs d'entreprise, hein, de différentes, je dirais, catégories. Hein. Peu importe, en fait, en gros, il y a toujours autour de 80 à 90% des dirigeants qui sont maintenant convaincus de ce que c'est je dirais, la culture qui est le nouvel avantage compétitif. Je dirais, indépendamment du fait si on raisonne uniquement en termes de productivité, si on ne se pose pas de questions, on va dire, sur les valeurs, mais simplement en termes d'efficacité et de productivité, vous voyez, une grosse majorité des dirigeants est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est là que se situe le nouvel avantage compétitif. Et par exemple, celle-ci, des entreprises où il fait bon travailler, hein, des best company to work for, hein, aux USA, où on voit qu'effectivement, il y a une rentabilité qui est bien au-delà de celle de l'entreprise, on va dire, moyenne des 500 plus grandes entreprises, en fait, aux États-Unis. C'est un exemple de courbe, il y en a plein d'autres, s'il fallait vraiment convaincre. Alors, de quoi on parle quand on parle de culture ? Alors, si vous voulez, il y a une façon simple, moi, je trouve, de présenter, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la vision, c'est
pourquoi on fait les choses, c'est typiquement la finalité de l'entreprise, sa raison d'être. Ensuite, il y a la mission, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est réalisé dans l'entreprise. Et la culture, ça va être le comment. Comment on fait les choses dans cette entreprise. On va travailler sur ce fameux comment. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, en fait, ça devient, comme je l'ai dit, essentiel. Facteur clé de résilience, le monde VUCA, je ne sais pas si vous avez entendu, hein, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Le monde actuel se caractérise par cette volatilité, cet caractère incertain, cette complexité, cette ambiguïté. Et donc, oui, comme je l'ai déjà dit, c'est un des investissements les plus rentables pour accroître l'engagement des employés et de fait, ensuite, la profitabilité et la satisfaction des clients. C'est plus, comme on dit, un nice to have, hein, ça devient vraiment une nécessité. En fait, si on schématise avec l'iceberg, que j'aime bien cette vision-là, parce que il y a toute la partie qu'on voit, typiquement dans l'entreprise, ça va être les objectifs, tout ce qu'on affiche, les structures, les politiques, les process, les services, les produits, tout ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce que fait l'entreprise. Mais il y a toute la partie immergée de l'iceberg, c'est comment on fait, je dirais, oui, comment on le fait en réalité. Parce que oui, dans la première partie, il y a aussi ce qui est dit, ce qui est affiché en fait. Et là, derrière, ça va être plus des notions, on va dire, de valeurs vécues, de l'historique de l'entreprise, pour les coachs, ça va parler des croyances inconscientes qui sont partagées, des façons des styles de management qui ont souvent été imprégnés par les créateurs, hein, quand c'est une start-up, par exemple. Voilà, tout ça, ça va être le sujet, en fait, de cette fameuse culture. Là, il faut considérer que d'un côté, c'est le côté, je dirais, vent, et l'autre, c'est le côté courant, et que ce qui est important, c'est que les deux soient en phase. Ce qui est vraiment fondamental, pour moi, c'est qu'il y ait une cohérence dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que le discours, typiquement les valeurs affichées par l'entreprise et tout le discours qui est prononcé soit cohérent avec ce qui est la culture en réalité de l'entreprise. Et donc, une approche complète du système implique des actions à la fois au-dessus et en dessous de la surface, puisque souvent dans l'entreprise, on va se préoccuper de ce qui est au-dessus de la surface, et le but de ce travail sur la culture, c'est de se préoccuper de ce qui est en dessous. Rapidement, il y a des indicateurs. En fait, l'idée, c'est tout ça, c'est OK, mais comment on fait concrètement pour mesurer cette culture? Vous allez voir que Barrett propose des indicateurs. À côté des indicateurs classiques qu'on va avoir, je dirais, de résultats ou d'objectifs dans une entreprise, on va avoir des indicateurs plus relatifs donc, à cette partie immergée de l'iceberg, qui vont être, je vais vous en montrer quelques-uns, ce qu'on va appeler le diagramme des valeurs, l'entropie culturelle, qui vont permettre justement de travailler à l'évolution de la culture. Parce qu'en fait, l'idée de base, c'est qu'on ne peut faire évoluer les choses que si on est capable de les mesurer. Sinon, on est en train de parler, on va dire, dans le vide. Et il faut avoir une façon de mesurer les... OK, donc ça, c'est ce que je viens un peu de dire. La mesure est importante, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, le deuxième point est très important. En réalité, on ne change pas une organisation. En fait, c'est fondamentalement le changement des dirigeants qui va entraîner celui de leur organisation. Et quelque part, il ne faut pas cacher les yeux là-dessus. Il ne faut pas se mettre, se voiler la face, ou je ne sais pas l'expression, parce que souvent, pour l'avoir vécu, moi, pendant 10 ans dans l'amélioration des process IT, on se concentre sur la technique, on se concentre sur mettre des beaux process, etc. Mais s'il n'y a pas derrière une véritable intention de la part des dirigeants, ça ne va pas fonctionner, ça va être, je dirais, pas du tout optimal. Les Barrett Analytics, c'est les outils de la transformation culturelle. Donc, ça a été créé par Richard Barrett en 97. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de recul. Ce sont des outils donc, qui vont permettre de travailler sur les valeurs, aussi bien au niveau des individus, comme vous l'avez fait. Donc, c'est Michel donc, qui a eu un test au niveau individu, de leader, d'équipe, d'entreprise, d'organisation, mais même au niveau d'une nation. Ça a été mis à jour, donc il y a un certain recul. Vous voyez, on ne parle pas quand même de choses qui démarrent. Il y a 6000 organisations, une centaine de pays, 7000 consultants à peu près certifiés, dont je fais partie. Bon, il faut avoir une certification pour pouvoir l'utiliser. Et donc, ça permet de construire des cultures qui vont être guidées par les valeurs. Et donc, qui vont permettre justement d'améliorer cette fameuse engagement, du moins, et de fait productivité. Alors,
moi, je trouve vachement bien dans cette Barrett, c'est que c'est très simple, en fait. C'est la simplicité du process. C'est-à-dire qu'en fait, le diagnostic de la culture, il consiste simplement en une enquête qui va faire, on va dire, maximum 10 minutes. Il y a 3 questions qu'on va poser par mail. On va faire un sondage auprès de tout ou partie de l'organisation. Après, ça, c'est à configurer selon la partie de l'organisation qu'on veut travailler. Ça peut être toute l'organisation, ça peut être une partie. En fait, vous voyez, il n'y a que 3 questions, donc c'est très rapide, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et puis, ça va être des choses qui parlent à tout le monde. Et c'est ça, pour moi, la force du modèle, c'est que tout le monde peut vraiment, ça parle à tout le monde, les valeurs. Et donc, on va demander quelles sont, choisir, donc parmi un ensemble de valeurs, on va donner une centaine de valeurs, quelles sont les 10 valeurs que vous avez personnellement, quelles sont les 10 que vous vivez dans votre culture actuelle et quelles sont les 10 que vous souhaiteriez vivre dans la culture à laquelle vous aspirez. Alors, il faut bien voir que quand on parle de valeurs vécues, par exemple, dans la culture actuelle, le mot valeur est à prendre au sens large. On peut parler de valeurs comportement, et donc, c'est pas toujours forcément, comme on a l'habitude en valeur de parler de choses positives, hein, c'est pas forcément le cas. Dans la culture actuelle, ça peut être, par exemple, je vis bureaucratie, je vis vision court terme, pression, vous voyez. Et qu'est-ce que je souhaiterais? Je souhaiterais plus de délégation, plus de confiance, vous voyez. Donc, on va parler de comportement-valeur vécu, et ça va donner vraiment une vision de la culture telle qu'elle est, et puis telle qu'elle est souhaitée par le personnel. Et les valeurs personnelles aussi, c'est important je vais vous expliquer après, c'est l'histoire de voir qu'il y a une cohérence qui se mette en œuvre. Donc le processus est très simple, ça dure environ 1 mois, on va dire, selon la taille. C'est personnalisable, on peut le faire sur plusieurs pays en même temps, etc. Il y a un coût parce que Barrett, chaque fois qu'on utilise son outil, il y a un coût qui est en fait, il y a une valeur en dessous de 20 personnes et au-dessus de 20 personnes. Au-dessus de 20 personnes, et là, ça devient vraiment très intéressant quand il y a, on va dire, au moins une centaine de personnes parce que là, on a un coût qui devient négligeable et qui peut aller jusqu'à même 30 000 employés. Le modèle sur lequel ça s'appuie, ça va être un cadre, donc un modèle qui a été défini par Barrett. Alors, il s'est inspiré, il est parti de la pyramide de Maslow, vous connaissez peut-être, et il l'a étendu, on va dire. Valeur, qu'est-ce que c'est qu'une valeur, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Je vais juste dire quand même l'importance de travailler sur les valeurs par rapport aux croyances. C'est qu'en fait, les valeurs, c'est un moyen de rassembler les gens. C'est-à-dire qu'on a en général, on peut arriver à se mettre d'accord assez facilement sur des valeurs. Par contre, c'est beaucoup plus difficile ensuite. Ce qui fait qu'il y a des différences qui vont apparaître, c'est surtout à cause des croyances qui, elles, sont souvent différentes. Juste petite chose là-dessus. Voilà, je reviens un peu sur mon modèle de l'iceberg avec tout ce qui est en dessous de l'eau, de la surface de l'eau et tout ce qui est au-dessus. Alors voilà, le modèle il est en 7 niveaux qui vont être donc, je dirais, donc, premier niveau, la viabilité. Alors effectivement, c'est ce que disait Michel, la survie. Hein. Le terme utilisé aujourd'hui, c'est viabilité, qui va faire référence. Alors quand on va parler de valeur, finalement, il faut bien voir que c'est un peu la même chose que des besoins. Si on a une valeur, c'est qu'on a un besoin associé. Donc si on a des valeurs qui se situent au niveau de la viabilité, c'est-à-dire, vous voyez en face, c'est garantir l'existence, créer un environnement pour une entreprise financièrement stable, qu'il y ait une sécurité au niveau des employés. Donc vous voyez le genre de choses que ça implique. Et ce qui est écrit en rouge sont des valeurs négatives, entre guillemets, qui peuvent apparaître à ce niveau-là. Donc, au niveau de cette viabilité, ça peut être le trop de contrôle, trop de vision court terme. Vous voyez. Après, au niveau, donc, non, je vais baisser, il faut que je vois aussi, moi. Voilà, trop de prudence aussi. Après, les valeurs qui se situent et des besoins dans le côté relationnel, c'est-à-dire bâtir des relations harmonieuses entre le personnel, avec le client, etc. Et là, on va dire potentiellement limitant, compétition interne, la notion de manipulation, de blâme. Niveau 3, donc, c'est tout ce qui est performance, donc le fait d'avoir une bonne, je dirais, la qualité, tout ce travail de qualité, il se situe à ce niveau-là, les valeurs associées de performance. Et en termes, on va dire, potentiellement limitants, ça va être plutôt de la bureaucratie, par exemple, de la hiérarchie qui est trop marquée.
Au niveau 4, ça va être les valeurs et les besoins liés à l'évolution, c'est-à-dire au fait de transformer, de faire évoluer l'organisation par la responsabilisation en fait de tout le monde. Au niveau 5, ça va être l'alignement, c'est-à-dire comment faire que les valeurs qui vont faire qu'on va avoir, on va partager, on va être aligné, on va partager des choses. C'est pas uniquement un ensemble d'individus, mais il va y avoir une colonne vertébrale. Niveau 6, notion de collaboration qui apparaissent, et au niveau 7, de contribution. Alors, comment ça se décline concrètement? Eh bien, en fait, c'est un exemple qui vous montre qu'on peut le décliner aussi bien au niveau nation, communauté, qu'au niveau organisation, qu'au niveau de la personne. C'est-à-dire que la viabilité, au niveau d'une nation, vous voyez, les valeurs associées, on va dire positives, c'est la stabilité, la prospérité, la sécurité, et en négatif, la corruption, la pauvreté. Au niveau d'une organisation d'une entreprise, j'ai déjà dit, le profil est nécessaire, la santé et la sécurité des employés, et en potentiellement limitant le contrôle l'exploitation. Et au niveau d'une personne, la santé, la stabilité financière et potentiellement limitant la sécurité de l'emploi, la prudence. Vous voyez, donc à chaque fois, ça se décline à tous les niveaux que l'on souhaite. Donc le niveau relation, donc je ne vais pas détailler, vous aurez de toute façon la présentation. Par contre, je focalise sur l'organisation. Vous voyez, l'organisation, c'est plutôt le côté bien communiquer, qu'il y ait du respect qui soit en œuvre. Et puis, côté plutôt potentiellement limitant, la notion de manipulation, les blâmes, les reproches. Au niveau de la performance, voilà, les notions efficacité, productivité, qualité en positif, bureaucratie, complaisance en potentiellement limitant. À partir du niveau 4, on considère qu'il y a plus de potentiellement limitant parce qu'en fait, on travaille justement à entre guillemets, ne plus justement avoir ça. Donc, on va travailler sur l'innovation, sur le fait sur valoriser la différence, sur le travail en équipe. Niveau 5, c'est, comme je l'ai dit, valeurs partagées qui vont faire que les gens vont coopérer. Le 6, on va être plus dans la conscience environnementale, les notions d'alliance stratégique, et au niveau 7, d'éthique, de responsabilité sociale, dont on parle aujourd'hui beaucoup. La responsabilité sociale, c'est des choses qui sont de niveau 7. Le génère peut donner lieu à beaucoup de rapports différents, aussi bien au niveau individu que groupe, qui sont adaptables, etc. On peut faire plein de critères de tri, etc. Je vous montre le principal, en fait, la principale mesure, en fait, portant sur les valeurs. C'est donc, par exemple, à une compagnie d'assurance, on aurait sondé 111 personnes. Et en fait, on a les trois schémas qui apparaissent, qui sont donc les valeurs personnelles, les valeurs de la culture actuelle et la culture désirée. Donc, elles apparaissent, vous voyez, comme ça. C'est-à-dire, au premier niveau, vous voyez en fait des rangs. Donc, un rang, c'est une valeur, en fait. On voit dans les valeurs personnelles, il y en a une qui est de niveau 3, il y en a 4 de niveau 4, 4 de niveau 5 et une de niveau 7, ainsi de suite pour l'actuel. Donc, ça montre où se situent, en gros, vous voyez, les valeurs. Et par ailleurs, donc on voit par exemple sur cet exemple qu'il y a beaucoup, quand même, une majorité qui vont être au niveau de l'évolution, c'est-à-dire des valeurs plus de transformation, d'assumer ses responsabilités. Par exemple, vous voyez, assumer ses responsabilités qui apparaît ici en premier dans les 3 cas, a été voté majoritairement, disons. Donc là, elle est à la fois dans les valeurs personnelles, les valeurs vécues et les valeurs désirées. C'est une valeur de niveau 4, c'est-à-dire quelque chose lié à l'évolution, vous voyez. Donc il y a une majorité, donc ça veut dire que dans cette entreprise, les gens sont orientés vers ce travail d'évolution, donc d'assumer des responsabilités, de partager l'information. Vous voyez que c'est une valeur de niveau 4, de travailler en équipe, c'est une valeur de niveau 4, apprentissage continu, c'est de niveau 4, etc. Après, il y en a un des rangs dont vous voyez qu'il est blanc. Ça veut dire que c'est juste le symbole pour dire que c'est une valeur potentiellement limitante, on va dire. Donc, il y en a une en niveau 3 dans la culture actuelle. Et si on regarde en dessous, dans le détail, vous voyez qu'elle apparaît comme étant la 7e, c'est la surcharge de travail. Surcharge de travail, entre parenthèses L, ça veut dire potentiellement limitant. C'est une valeur, c'est du niveau 3, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la productivité, etc.
mais qui est potentiellement limitant. Hein, si les gens font un burn-out, on ne va peut-être pas y gagner. Bon, après, quand c'est orange, ça veut dire que c'est partagé. Bon, orange souligné, c'est que c'est partagé entre les trois niveaux, enfin, entre le personnel, l'actuel et le désiré, bleu, etc. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail. C'est un exemple. Mais vous voyez, ce qui est bien, enfin, je trouve assez puissant, c'est qu'on a une photographie en une seule slide. Où en sont les gens? C'est quoi leur genre de valeur? Qu'est-ce qu'ils vivent dans l'entreprise? Et vers quoi ils veulent aller? On voit qu'ils veulent aller quand même vers plus de niveau 5, autrement dit, plus de travail en équipe. Enfin, c'est pas travail en équipe, c'est l'intégrité, les valeurs partagées, vous voyez, clarté, tout ça c'est niveau 5, la confiance. Voilà, ils veulent aller vers plus de ça. Après, il y a plein de différentes, on va dire, métriques. Hein. Je vous en montre quelques-unes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut classer finalement les trois grandes, enfin, le niveau 1, 2, 3 comme étant la fondation, parce qu'il faut une fondation effectivement basée sur viabilité, les relations, la performance. Ensuite, il y a le niveau évolution et le purpose, c'est toutes les valeurs qui sont plus, on va dire, orientées vers le monde extérieur. Hein. Et donc là, ça permet de faire c'est un diagramme qui montre simplement le pourcentage de valeur qu'il y a dans chaque catégorie. En rouge apparaissent celles qui sont potentiellement limitantes et qui vont en fait freiner quelque part potentiellement la productivité. Et on va parler par rapport à ça, on va parler d'entropie culturelle. Donc ça va être un indicateur qui va mesurer en fait la quantité d'énergie. C'est un peu l'équivalent en science, la notion d'entropie, c'est de l'énergie qui n'est pas productive, qui ne peut pas permettre la productivité. Autrement dit, c'est en gros, ça va mesurer les conflits, les pulsations, tout ce qui va faire que ça freine l'entreprise. Donc voilà, si on prend le rapport après détaillé, un exemple de rapport. Tout à l'heure, je vous ai dit, en potentiellement limitante, il n'en apparaissait qu'une, mais c'était parce qu'on était dans uniquement les 10 premières qui ont été votées. Mais si on fait l'ensemble des valeurs, il y en a quand même 165 potentiellement limitantes qui ont été votées sur les 1110 qui ont été choisies, puisque je vous ai dit 10 valeurs par personne et il y avait 111 personnes. Donc, ça fait en gros 15% d'entropie, entre guillemets, c'est-à-dire de frottement, de choses qui vont faire que l'entreprise ne va pas fonctionner aussi bien qu'elle pourrait. Donc, vous voyez, celle de niveau 1, 2 et 3. Voilà un autre exemple de diagramme intéressant, c'est celui qui montre le saut par exemple, là, on voit que la valeur clarté, c'est celle qui a le plus grand saut entre l'actuel et le désiré. Autrement dit, ça veut dire que c'est celle qui génère le plus d'écart, vous voyez, entre ce qui est aujourd'hui et ce à quoi les gens aspirent. Bon, je ne vais pas dans le tas. Un autre exemple, là, il y a plus de valeurs potentiellement limitantes qui apparaissent ici en niveau 3, dans une business unit, voilà, qui a été faite, où il y a là, par exemple, vous voyez, la bureaucratie, qui est de niveau 3, qui est potentiellement limitante, la confusion. Niger King, ça veut dire en gros la réactivité trop forte, la hiérarchie, la rétention d'informations. Et après, ce à quoi aspirent les gens, ils aspirent surtout à de l'évolution, à de la responsabilité, vous voyez, tout ce qui est niveau 4, partage d'infos, travail en équipe, etc. Intéressant de voir que ça a été fait, vous voyez, au niveau d'un pays, en août 2008, donc juste avant en fait, l'effondrement de l'Islande, suite à la crise financière, un peu les valeurs qui étaient celles de la culture actuelle vécue par les Islandais, où il y avait une grosse majorité de valeurs potentiellement limitantes, vous voyez, matérialisme, orientation court terme, incertitude sur l'avenir, corruption, élitisme, etc. Et effectivement, entropie culturelle, 54%, et au mois de septembre, effondrement économique du pays. Donc c'est vraiment un indicateur très puissant, quoi. Alors le process derrière, comme je vous ai dit, il y a cette phase de diagnostic pour laquelle on va établir il va falloir paramétrer, disons, le sondage. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de critères sur le scope en fait qui va être défini. Ensuite, on va lancer les mails et on va récupérer les réponses. Et ensuite, ça doit être transmis en fait au Barrett Value Center. C'est lui qui restitue, qui fait les rapports.
et qu'il restitue au consultant. Donc, le consultant, c'est l'interface, en fait. C'est-à-dire, typiquement, vous ne pouvez pas directement demander au Barrett Value Center de faire ce travail. Ça doit passer par un consultant certifié. Et donc, il faut compter 1 mois à peu près entre le démarrage et le résultat. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic donc, culturel, tout le travail ensuite d'évolution de la culture, ça va être en fait déjà de partager ces résultats, d'ouvrir le dialogue. Souvent, ça va être des prises de conscience aussi parce que je n'ai pas parlé des valeurs affichées aussi, les valeurs affichées par l'entreprise. Peut-être que les dirigeants vont se dire, oula, mais entre ce qui est affiché et puis la réalité de ce que les gens vivent et de ce que les gens souhaitent, il y a peut-être certains écarts et ça va être vraiment très intéressant de regarder ça. Et donc, potentiellement, de revisiter à la fois la mission, la vision et les valeurs clés. Et ensuite, tout le travail je dirais, du coaching d'organisation, en fait, ça va être d'accompagner à comment on va faire pour concrètement, on va dire, aller vers cette culture désirée. Wilber, qui dit en gros que effectivement, ça reprend un peu l'idée de l'iceberg. Il y a les valeurs et les comportements. La valeur, ça va le côté, on va dire, immergé de l'iceberg, avec l'individu et l'organisation. Et en fait, il y a des notions d'alignement, c'est-à-dire, est-ce que les valeurs, est-ce qu'on est, dans ce qu'on fait, on est aligné avec ces valeurs au terme d'individu? Est-ce que l'entreprise, dans ce qu'elle fait, est alignée dans la façon dont elle travaille, donc avec ce qu'elle revendique? Et puis, les gens, est-ce qu'eux-mêmes sont alignés entre leurs valeurs personnelles et celles qu'ils ont dans leur culture et au niveau des missions? Et en fait, il va essentiellement quand même, pour une bonne partie, passer par, je dirais, celui des dirigeants, puisqu'en fait, le principe est simple, c'est parce que les dirigeants vont changer que leurs valeurs et convictions, que leurs comportements vont évoluer, ce qui va influer la culture du groupe, qui va ensuite modifier les comportements du groupe. Donc, je dirais, pour beaucoup, ça se passe au niveau des dirigeants. Et donc, si vous voulez, l'accompagnement ensuite en termes de coaching, une fois qu'on a fait le diagnostic, il va être à 2 niveaux. Au niveau de l'alignement, en fait, je dirais des managers, donc ça va être du coaching de managers, typiquement, où on va les faire travailler sur leurs valeurs, etc. Et c'est du coaching individuel classique. Ce qui est un peu moins classique, c'est le travail sur donc valeurs et comportements qui est fait par des ateliers en fait dans lesquels on va regrouper les gens de différentes équipes en leur disant OK, vous avez dit que vous viviez ces valeurs-là, vous souhaitez que ce soit ces valeurs-là que vous viviez, que vous souhaitez vivre. Comment vous travaillez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ce que vous faites pour que vous incarniez les valeurs auxquelles vous aspirez? C'est-à-dire essayer de rendre les choses concrètes et surtout, principe du coaching, faire émerger les solutions par les gens qui sont sur le terrain et non pas les faire venir d'en haut. C'est à eux à trouver, c'est eux les experts de ce qu'ils font et donc c'est eux qui sont les mieux placés pour savoir comment il faut travailler, et que cette solution vienne de l'ensemble. Donc, de faire travailler en atelier, par exemple, on va faire travailler en atelier, je ne sais pas moi, des chefs de projet qui ont manifesté, qui voulaient créer de nouvelles valeurs incarnées. On va leur dire, OK, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut changer pour que, je ne sais pas, si vous avez souhaité qu'il y ait plus de délégations, qu'est-ce que vous proposez de changer pour qu'il y ait plus de délégations? Concrètement, c'est quoi? Peut-être que c'est juste ce document-là, je veux qu'il soit, c'est moi qui en suis le responsable, etc. Vous voyez, c'est rendre les choses concrètes. Et puis, il y a une troisième axe de travail qui est de l'alignement structurel, mais ça, je dirais, ça relève plus du RH, c'est-à-dire, si on a décidé qu'on voulait que ce soit ces valeurs-là qui sont incarnées, peut-être que ça va donner lieu à on va s'en servir dans les estimations annuelles, des évaluations annuelles des gens, on va les challenger là-dessus, dans les recrutements, ça va jouer à tous ces niveaux. Ça va être un driver vraiment pour toute l'entreprise. J'ai à peu près fini, très bien. Une fameuse citation bien connue. Effectivement, la seule façon de sortir des problèmes qu'il peut y avoir, c'est d'évoluer dans la conscience qu'on en a, en fait. Ce que nous dit Einstein. Je vous ai dit, donc, c'est faire travailler les gens en atelier pour que eux-mêmes apportent des réponses pour incarner les valeurs qui souhaitent incarner.
Voilà, j'essaie de faire assez rapide. Bien, merci beaucoup Jean-Pierre pour cette présentation. Compris. Alors, y a-t-il des questions? Moi, j'aurais une question. Parce qu'en fait, on voit quand même que dans le changement, enfin, c'est ce qu'on disait, c'est justement sur la posture des dirigeants qui parfois sont, enfin, OK pour changer sur le principe, puis quand on arrive à des étapes un peu plus concrètes, sont plus du tout, enfin voilà, reculent ou freinent beaucoup. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà rencontrées? Et si oui, qu'est-ce que vous avez pu trouver comme solution à mettre en place justement pour les aider à accepter ça ou à accepter que bah, justement, par exemple, si c'est des problèmes autour de la délégation, le fait que le dirigeant accepte de plus déléguer, Ouais. c'est souvent une vraie problématique dans le changement. Et voilà, moi, ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Ben, oui, c'est ce que je disais, c'est vraiment le coaching au sens habituel. Ça, c'est coacher le manager qui a de la difficulté à déléguer. Parce que s'il apparaît que c'est une valeur forte auquel aspirent les salariés, on peut pas l'ignorer, quoi, hein, même si elle est peut-être pas affichée dans les valeurs de l'entreprise. Euh, ben, l'accompagner c'est du coaching, on va dire classique, hein, après. Alors, on utilise typiquement le modèle Barrett pour voir quelles sont les valeurs personnelles de ce manager, voir en quoi qu'est-ce qui fait que peut-être ça coince un peu entre ses valeurs personnelles et auxquelles aspire en fait l'organisation. Effectivement, s'il y a un trop gros écart, ça veut peut-être dire que la personne n'est peut-être pas au bon endroit aussi, hein. On va dire, dans le pire des cas, si ses valeurs personnelles sont trop en décalage avec ce à quoi aspire l'ensemble de l'organisation et si les dirigeants veulent bien porter ça, effectivement, là, il faut se poser des questions. Mais sinon, c'est du travail donc de coaching, hein, un peu classique, si ce n'est qu'on part quand même des valeurs. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'avait fait Michel, hein, un diagnostic des valeurs en fait du manager pour voir un peu là où ça peut coincer, quoi. Mais après, on a le droit d'utiliser n'importe quelle technique de PNL, de systémique, de tout ce qu'on veut, hein. C'est vraiment dépendant dans le coaching. Euh, on ne sait pas à l'avance forcément l'outil qu'on va utiliser. J'ai une remarque également. Alors, pendant que vous parliez, donc j'ai un peu revu le profil que j'avais fait, etc. Oui. À titre individuel, c'est très bien. Et le travail sur les valeurs, c'est une chose que j'emploie également. Alors, moi, j'accompagne je dirais des comités de direction dans des organisations qui sont assez larges, pouvoir public ou autres. Je constate qu'il y a quand même une chose, c'est-à-dire que si vous voulez, vous allez boire un coup avec le dirigeant, il va vous expliquer que les valeurs, c'est formidable, etc. Seulement, ce monsieur ou cette dame, de temps en temps, ça arrive, à un reporting vis-à-vis de ses actionnaires. Et donc, moi, quand je regarde, là, je me suis baladé sur le site de Barrett Value Centers, donc c'est pas mal parce que c'est extrêmement riche et ça couvre véritablement tout le scope de l'organisation, de l'individu en passant par les groupes jusqu'à monter au niveau de... Donc ça, c'est bien senti. Très souvent, quand vous employez un outil, un modèle, le décisionnaire va faire un tour sur le site et quand il voit que c'est full anglo-saxon, déjà, il y a un mouvement de recul, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Je le sais parce que je travaille avec d'autres types d'analyses et de tests et il faut vraiment bourriner pendant des mois, des années pour qu'ils comprennent à passer le site en français de façon à ce que ça ait un impact sur celui qui va vouloir faire de la réassurance en allant sur le site en disant mais qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Ça, c'est le premier point. Le modèle est puissant, mais il est anglo-saxon. Vu de la France, ils ne sont pas comme nous, donc c'est normal, etc. Ça, c'est une première chose. Ça n'aide pas dans la démarche commerciale, parce qu'il y a une démarche commerciale au début. La deuxième chose, alors j'ai regardé les niveaux de prix, tout ça, je trouve que c'est très correct en termes de formation, pour ce que j'en ai vu. J'aurais voulu savoir si c'était éligible CPF, mais bon, ça c'est une question subsidiaire. À partir du moment où on est intéressé, on y va, on n'y va pas. Et puis après, on a un ROI en fonction des clients qu'on est capable d'amener là-dessus. Mais ce qui m'interroge beaucoup et ce qui est le vrai frein, et ça c'est tous les systèmes d'analyse confondus, hein, qu'on soit en MBTI ou dans tout ce qui est connu, c'est là où ça coince, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Delphine auparavant, où ça peut coincer, c'est au niveau du dirigeant.
Oui. C'est-à-dire que lui, les valeurs, encore une fois, quand vous êtes détendu à la fin du repas, on va attaquer le dessert, il va vous expliquer que c'est un truc chouette, et puis que lui aussi, il est à fond là-dedans. Oui, mais le problème, c'est que il y a une base qui demande, qui décide. Donc, effectivement, en effet, le levier systémique, c'est la base qui va permettre de faire basculer l'entreprise vers des valeurs non seulement désirées, mais réelles et mises en œuvre. Et là, avec une véritable transformation, simplement le dirigeant, c'est pas tant le coût de la transformation qui le gêne, parce que bon, il est capable éventuellement, si vous êtes assez bon pour le convaincre, d'y mettre un peu d'argent. Et s'il a l'impression que ça va favoriser les choses et que il va en tirer plus d'énergie de la part des gens, parce que c'est comme ça que ça réfléchit, eh Oui. bien, why not? Il va autoriser quelques ateliers, faire un speech, si besoin est, au repas de Noël ou au séminaire d'été là-dessus, en disant qu'il est très content et merci tout le monde d'avoir participé. Mais le problème, c'est la transformation réelle et est-ce que lui est prêt à faire figure d'exemple, lui et son comité de direction. Oui. Et là, moi, je trouve, et j'ai le sentiment qu'on aurait des gens sur le diabolo là, qui est montré, cette double pyramide de Maslow inférieure et supérieure inversée, que il y a pas mal de dirigeants qui se situent souvent dans la partie inférieure, c'est-à-dire qu'ils s'en tiennent aux résultats, ils s'en tiennent à des choses, la contribution, cette espèce de manière d'être tourné vers l'extérieur, ben non, parce qu'eux, ils sont jugés sur des résultats à très court terme, Et, trimestriels, etc. Et donc, comment, la question après tout ce préambule qui est un peu long, quelle est votre expérience pour arriver à faire comprendre qu'il faut plutôt s'engager sur le moyen terme sur la base des valeurs et que ce processus n'est pas un processus court terme. oui. Voilà. Alors, évidemment, Comment on peut faire? vous avez mis le doigt sur le point difficile, hein. Ouais. Déjà, ce que vous dites pour la langue, c'est très vrai parce que quand je vous ai dit qu'il y avait, je ne sais plus combien, 6000 entreprises qui avaient appliqué le processus, il y en a pas beaucoup en France, en fait. C'est surtout à l'étranger. Ouais. Là-dessus, on est un peu réticent en France et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Après, comme vous dites, la difficulté, c'est les dirigeants. Et c'est aussi le moment. C'est-à-dire que il y a une espèce de bon timing. C'est-à-dire, si on est trop dans l'urgence, peut-être avec le Covid, par exemple, on va être peut-être trop dans l'urgence, il faut que ça tourne. Et là, on va être plus sur des problèmes de viabilité, d'efficacité. Bon, et on va pas trop se poser de questions. On n'a pas le temps de se poser, de faire ces belles, je dirais, envolées là sur les valeurs. Si on est donc, on va dire si on est dans la difficulté, on va dire si on est dans la tempête, on va pas le faire. Si tout va bien et que c'est trop facile, on va pas le faire non plus. Et il faut être un peu entre les deux. C'est-à-dire, il faut avoir compris que c'est nécessaire si on veut vraiment s'améliorer. Il faut voir que ça coince un peu quand même, qu'on n'est pas optimal. Mais en même temps, faut pas être complètement sous la vague, sinon on va pas se prendre le temps de faire ce travail. Donc, donc déjà, je trouve qu'il y a un timing, hein, ni trop dans la tempête, ni trop dans le calme, quoi. Faut qu'on ait compris, faut que les dirigeants aient compris l'importance que ça a, mais qu'ils soient pas sous l'eau et qu'ils puissent prendre le temps de faire ce travail. Ça, c'est déjà le premier point. Et après, effectivement, le point dur, c'est que eux-mêmes doivent accepter de se remettre en cause. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je suis d'accord. Tout à fait, parce que vous dites, C'est un ce travail que vous dites là, c'est du coaching classique, mais il faut arriver aux dirigeants à lui faire passer du coaching classique parce que les remises en cause sont relativement violentes souvent, hein. Sinon, des gens qui s'est fait coacher, il aura rarement besoin de ça parce que ça y est, la prise de conscience est là, il va déclencher le truc, il va mettre des outils qui sont peut-être pas forcément ceux de Barrett Value Center, mais voilà. Et la question que je me posais, parce qu'elle est positive cette question, c'est qu'avec tout ce qu'il y a, c'est extrêmement riche. Notamment, j'ai vu là, par exemple, ce fameux test Covid là. Donc, ils ont Oui, bien saisi le sens et c'est formidable, oui, c'est très intéressant. Et en plus, moi, de ce que j'en ai vu du test que j'avais passé, c'est extrêmement bien traduit en français. Donc, du point de vue de l'opérationnalité de l'outil, j'en suis relativement convaincu. C'est la phase qui est souvent la plus dure dans tout ce qui est l'accompagnement au changement, c'est la phase, ce qu'on appelle commerciale, c'est-à-dire quelle est la manière, quel est le support amené par l'organisation Barrett. Et donc, c'est pour ça que j'ai été regarder dans l'équipe, comment est l'équipe qui gère ça, tout ça. Alors, de manière traditionnelle,
c'est situé en Angleterre, puisque c'est de là que c'est parti. Oui, Voilà. Mais quel support ils amènent? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir faire comprendre que là, il y a un outil de transformation qui a un effet de levier efficace à la mesure où le dirigeant va avoir le courage de s'engager là-dedans et que tout au long, il va être soutenu. Parce que les gens ne sont pas plus courageux que ça, hein. Ils vont sur les tableaux trimestriels, ils sont derrière la feuille Excel, ils cherchent des clients. C'est ça le quotidien. Ouais, je sais bien. Voilà. Mais et donc, est-ce qu'il y a une expérience sur Toulouse ou dans le coin que vous avez menée, sans citer de nom, bien sûr? En fait, moi, j'ai beaucoup d'expérience comme je l'ai dit au début, d'amélioration des processus et de travail sur l'organisation, de transformation des organisations, le changement, quoi, la gestion du changement avec les méthodes agiles, avec le CMMI à l'époque, en informatique donc. Mais on n'était pas justement sur ce travail sur les valeurs. Et moi, mon expérience m'a convaincu que c'était ça le plus important, en fait. Il fallait vraiment faire ce travail Barrett. Après, ce que vous dites, oui, c'est difficile parce que ça suppose plein de conditions, celles dont j'ai parlé, et puis aussi, comme vous dites, le dirigeant. Alors, si lui, il a eu un coaching qui l'a fait comprendre l'intérêt de ce processus, il va donc accepter de le mettre en œuvre. Et après, c'est pas lui qu'on va coacher, mais c'est des managers, quoi. Mais je suis d'accord avec vous. Enfin, c'est difficile. Hein. Je dis pas que c'est facile comment dire, avant ce processus. Et pourtant, enfin, il est vraiment puissant, quoi. Il a fait ses preuves. Enfin, je veux dire, il a quand même 30 ans, enfin, plus de 20 ans de recul. C'est pas bisounours, hein, c'est vraiment dans un travail de fond qui est utile. Mais ouais, c'est pas facile d'avoir les conditions, et je suis d'accord, je partage, pour pouvoir le lancer. Ouais. Oui, donc Et, merci de cette réponse, parce que c'est quand même ce qui va conditionner, comme vous le savez, l'adhésion à ce modèle-là, qui encore une fois me semble formidable et qui repose oui. sur une base prouvée simplement, il repose sur une base culturelle qui est celle du modèle anglo-saxon, qui a juste 30 ans d'avance sur le nôtre en France, hein, à peu de choses près, au moins dans les manières de penser. Et là, on tombe sur un os. C'est-à-dire qu'on a raison, mais trop tôt. voilà. On a raison trop tôt. Mais après, par rapport à ce que vous disiez aussi, c'est effectivement, sur le site, c'est très riche. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Par exemple, quand vous disiez pour convaincre et tout, le consultant peut en disposer, on a encore plus que, je dirais, ce qui est déjà offert à enfin, tout le monde peut accéder à déjà des infos, mais le consultant encore plus. Et bon, des statistiques, des éléments quand même qui peuvent aider à convaincre des managers. Mais pour moi, on trouvera toujours des tableaux, il y en aura toujours des statistiques, mais c'est avant tout on va dire, enfin, c'est presque la foi, je sais pas moi, la croyance du manager qui va faire où il y croit ou il y croit pas, où il est convaincu ou il n'est pas convaincu. Et s'il n'est pas convaincu, ouais, on aura beau lui sortir des tas de diagrammes qui montrent que ça a amélioré la productivité, ça changera pas, quoi. Je pense que ça doit être une conviction de la part du dirigeant. Et puis, comme je dis, qu'on soit dans les bonnes conditions, quoi. Ni dans la tempête, ni dans le calme absolu. Il faut qu'il ait conscience que, ouais, il y a une marge de progression et que, en faisant ce travail-là, après, ça peut se faire petit à petit aussi, hein, pour pas prendre comment dire, tout de suite toute l'organisation, mais une partie de l'organisation. Et moi, ce que je vois, c'est probablement la bonne cible. Ce sont des organisations internationales avec un pied en France et qui ont une compréhension qui permet à un moment donné où la question va être évoquée pour l'aspect français, ça va être discuté à l'aspect international qui va être probablement plus réceptif et va dire peut-être oui, on peut faire ça sur la partie française. Peut-être, ouais. Voilà. Mais attaquer la PME occitane avec le sujet, alors qu'elle pourra en bénéficier, hein. C'est pas parce qu'on est 15 personnes qu'on ne travaille pas sur les valeurs. Mais... En plus, moi, en tant que coach, je propose justement pour les petites entreprises d'adapter, c'est-à-dire de pas forcément faire appel au modèle. Enfin, comme je l'ai dit, il y a un coût derrière quand on demande à Barrett de faire tous ces tableaux. Moi, je peux faire quelque chose d'adapté sans passer par ça, si vous voulez, qui fasse que ça revienne moins cher. Et après, je dirais
c'est pas non plus, faut pas se faire une montagne, quoi. C'est juste comme du coaching, mais avec une idée directrice derrière. C'est du coaching, Ouais. mais avec la notion de valeur qui est au centre, quoi. Mais je vous suis Donc, tout à fait sur le coaching, c'est quand même maintenant relativement bien rentré dans les mœurs, hein. Les entreprises y croient, quoi. Enfin, en font, hein. Moi, je pense qu'il y a aussi une opportunité sur potentiellement des PME qui sont en train de transformer leur modèle, sans être forcément dans la template, mais là, on voit que depuis un an et demi, il y a beaucoup d'entreprises qui sont obligées de développer de manière un peu forcée tout ce qui est à distance. Et c'est aussi un moment qui est intéressant pour réinterroger justement les valeurs et ce qui fait socle et ce qui fait cohésion d'entreprise. Et je pense qu'il y a une espèce de maturité un peu à marche forcée qui est en train d'arriver aussi là-dessus, Oui. qui réinterroge les choses de fond. Enfin, je dis ça parce que moi, je le vois aussi dans les discussions que je peux avoir avec mes élèves qui sont en alternance. Et en fait, voilà, il y a des entreprises qui n'étaient pas du tout en distanciel, qui maintenant sont à 100%, puis qui se posent la question de revenir. Il y a un petit peu tout ça. Et je pense que c'est aussi peut-être une maturité qui est en train d'arriver et qui peut permettre justement de dire, mais en fait, pour que votre entreprise marche mieux, et je pense que c'est vraiment une clé en général vis-à-vis des dirigeants, d'expliquer que c'est aussi une question de performance d'entreprise, que d'avoir des valeurs qui sont alignées à la fois sur la promesse de l'entreprise, en effet, la partie émergée de l'iceberg, et les valeurs réelles, notamment si c'est des entreprises qui cherchent à recruter. Parce que je pense que de plus en plus, quel que soit l'âge des personnes recrutées, avoir une promesse et puis voir que dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe, cette déception-là, je pense qu'elle est très démotivante et que ça peut être un peu compliqué ensuite pour garder des personnes dans l'entreprise, les fidéliser et les pousser à rester longtemps. Tout à fait, oui. Et par rapport au Covid, justement, enfin, je ne sais pas si on a le temps, il y a une étude qui a été menée par le Barrett Value Center. Je peux peut-être vous la partager rapidement. En fait, où justement, ils interrogeaient, maintenant, si je peux la retrouver. Oui, c'est là. Ils interrogeaient donc les gens sur quelles étaient leurs valeurs avant le Covid, pendant le Covid et pendant le Covid, oui. Et donc, on a vu un shift en fait qui s'est fait sur ces valeurs. Je ne sais pas si vous voyez là, l'évaluation du BVC, donc du Covid. On leur a posé la question justement de comment ça se passe. Alors, c'était pendant le confinement, le premier confinement, ça a été fait à un niveau mondial, hein, sur 1400 employés, 40 entreprises dans le monde, hein. Donc, qu'est-ce qui vous décrit le fonctionnement de l'organisation avant le Covid, pendant le Covid, et qu'est-ce que vous voudriez avoir après? Et en fait, c'est très parlant parce qu'en fait, si on voit que, par exemple, ici, avant le Covid, bon, bah, et vous voyez, alors, les trois valeurs potentiellement limitantes, c'était bureaucratie, cost réduction, contrôle. Et on était sur des valeurs, vous voyez, qui étaient assez réparties. Et vous voyez que ils aspiraient à beaucoup de valeurs au niveau de, vous voyez, il y en a 6 qui apparaissent au niveau de l'évolution, c'est-à-dire travail en équipe, agilité, adaptabilité, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que pendant le Covid, les valeurs qui ont été vécues sont proches vous voyez, ça se rapproche de celles auxquelles ils aspiraient. Et il y a eu beaucoup, par exemple, l'adaptabilité, c'est quelque chose qui a été fortement vécu pendant le Covid. La connectivité digitale, bien sûr. La réduction des coûts y était toujours, mais les deux autres valeurs limitantes, à savoir la bureaucratie et le contrôle, de fait, ils ont disparu, puisque là, il ne pouvait pas trop y avoir de contrôle aussi facilement à distance et de bureaucratie. Donc, vous voyez, ça a fait évoluer les valeurs incarnées vers quelque chose qui se rapproche de ce à quoi les gens aspirent, puisqu'ils aspirent à beaucoup de valeurs, en fait. Là, les valeurs désirées, donc c'est un peu les mêmes que tout à l'heure, ils aspirent toujours à de l'évolution, etc. Mais on se rapproche. C'est comme si le Covid avait produit une accélération dans l'évolution des valeurs, de l'incarnation des valeurs chez les gens. Pas désirées, mais incarnées. C'est-à-dire que de fait, ils ont incarné plus les valeurs auxquelles ils aspiraient. Adaptabilité, connexion, teamwork. Et là, il y a une synthèse intéressante, c'est de voir qu'effectivement, toutes les valeurs relatives à l'efficacité de la finance ont baissé.
Tout ce qui est relatif à l'agilité et l'innovation a augmenté. C'est un peu logique. L'engagement, donc là, c'est à peu près la même chose, le trust engagement. Par contre, tout ce qui est relatif au bien-être a augmenté, s'y attendait. Et également, toutes les valeurs relatives à la communication en direction. C'est-à-dire que, de fait, les gens sont plus en demande de communication, quoi. Donc voilà, c'est intéressant de voir cet effet Covid. En effet, c'est très intéressant. Merci Jean-Pierre pour cette présentation très fournie et très d'actualité pour le coup, puisque effectivement on a vu qu'il y avait presque un renversement des valeurs suite au Covid-19. Alors pour en savoir plus sur le sujet et puis échanger avec Jean-Pierre, je vous invite bien sûr à le contacter via LinkedIn, Jean-Pierre Guichenez. Je vous remercie d'avoir assisté à ce lunch connecté. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines éditions. Excellente journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci Jean-Pierre. Merci, bonne journée. Au revoir.